Tout le monde, content de vous voir. Je me présente Olivier Carrière, je suis directeur adjoint pour Unifor Québec. On ne se connaît pas beaucoup, je connais plusieurs d'entre vous. On s'est vu à une couple de reprises au fil des années, soit d'un conseil ou d'un manif. Écoutez, pour la grande majorité qui est là, je pense que c'est à peu près peut-être la première fois qu'on va se parler. Écoutez, moi, je suis chez Unifor depuis une vingtaine d'années. J'ai été pendant 17 ans représentant national dans différents secteurs, les télécommunications. Je viens de Bell Canada. Moi aussi, je suis un travailleur de Bell, je viens de l'unité bureau. Et puis, depuis maintenant 2-3 ans, je suis dans le poste d'adjoint où je travaille avec mes collègues représentants et représentantes nationales pour accompagner tout le monde dans les négociations. Et puis, le secteur des télécommunications, mais je m'en occupe depuis quelques années déjà. Et puis, bref, j'ai travaillé tout le long du processus de négociation avec votre comité de négociation, là, toujours en étant en parallèle et présent aux besoins. Et puis, je vous dirais que tout au long de la négociation, je n'ai pas eu à faire énormément d'interventions pour la simple bonne raison que votre comité était sa coche. Le comité a travaillé énormément. Le comité de mobilisation aussi. Alors, peu importe le résultat qui va se passer suite au résultat du vote, je tiens à féliciter le comité de négo pour tout le travail que vous avez fait, les gars. Je vous remercie. La raison pourquoi je suis avec vous ce soir, c'est que je voulais qu'on prenne le temps de vous expliquer le contexte dans lequel on est, le contexte dans lequel le comité de négo a fait face pour en arriver avec cette entente de principe-là, pour laquelle, vous le savez, on recommande l'adoption. Et je vais vous expliquer ça en 3-4 étapes. Mais il y a une couple d'éléments théoriques qui est important que tout le monde aille. Et puis, c'est quelque chose qui est majeur parce que présentement, je vais commencer avec la notion des services essentiels. On a déjà fait des communications écrites avec vous sur ce sujet-là, mais c'est un dossier qui est quand même majeur dans notre négo actuel. Dans le Code canadien du travail, il y a des dispositions qui encadrent la détermination des travailleurs qui sont jugés essentiels en cas de grève ou de lockout. Et là, je ne parle pas de services essentiels COVID. Parce que les services essentiels COVID, c'était autre chose. C'était au Québec. C'est quand il y a eu le shutdown de Legault, puis après ça, les entreprises qui étaient jugées essentielles pouvaient réouvrir. Mais quand on parle du Code canadien du travail, les services essentiels, c'est quand, dans un cas de conflit, c'est quels postes doivent continuer d'être occupés par les travailleurs de l'unité. Et ces postes-là, s'ils ne sont pas remplis, il faut que ça représente un danger imminent pour la santé et la sécurité de la population. Là, on s'entend que si on fait le lien avec les télécommunications, quel service des télécoms qui peut représenter un danger imminent pour la population? Bien, c'est le 911, par exemple. Et le 911, bien, c'est un département qui est fondamental pour la population et pour leur santé. Et que le fait que leur ligne de téléphone soit programmée, bien, ça, ce n'est pas un service essentiel. Parce qu'il faut que vous sachiez, depuis plusieurs années, à chaque négo, on a eu plusieurs débats avec Bell, avec BST, avec Expertec, peu importe, sur qui devrait être un travailleur essentiel en cas de conflit. La position du syndicat, ça a toujours été 0. Il n'y a aucun travailleur qui sont essentiels en cas de conflit dans les télécoms. Puis là, je prenais l'exemple du 911, mais si on avait un conflit au 911, bien, savez-vous quoi? C'est les boss qui font la job pour que le service puisse fonctionner. Donc, on a déjà eu également, ça c'est notre position, aucun travailleur qui sont considérés essentiels, ce qui veut dire que si jamais on venait un jour à faire un conflit, c'est-à-dire que les 1811 membres de BST Québec seraient en grève et exprimeraient le rapport de force avec tout le monde. En 2004, on a eu une décision par le Conseil des relations industrielles qui venait confirmer qu'on avait raison. Puis depuis ce temps-là, par la suite, on a toujours signé les mêmes ententes avec Bell. C'est-à-dire que si jamais il arrive un conflit, il n'y a aucun travailleur qui sont considérés essentiels, mais qu'en cas, mettons, d'un accident grave ou d'une catastrophe naturelle, bien, on s'entendrait, l'employeur et le syndicat, pour dépêcher le nombre nécessaire de travailleurs pour qu'ils règlent le trouble, puis qu'après ça, ils reviennent sur la liste sur la ligne de piquetage. Là, comme par hasard, cette fois-ci, BST ne veut pas la signer, cette entente-là, et vous comprenez très bien c'est pourquoi. C'est qu'ils ne veulent pas que les techniciens de BST, techniciennes, soient tentés de déclencher un conflit. Fait que c'est purement de la stratégie. Ce qui n'est pas de la stratégie, c'est que présentement, le CCRI, même pas présentement, le CCRI est embourbé dans des dédales administratifs. Le système, il ne fonctionne pas. Okay?
Je donne un exemple, là, la moyenne des 5 à 7 dernières années, là, avant COVID, pendant COVID, de tous les litiges sur les services essentiels qui sont allés devant le CCRI, la moyenne de traitement pour avoir une décision, c'est 12 à 14 mois. C'est plus qu'un an. La plus courte a été 10 mois, puis la plus longue, ça en a pris 18. Fait qu'ils ne vont pas nous régler ça en 2 mois juste parce qu'on est plus cute que les autres. Là. Fait que là, on arrive au moment de faire les négociations parce que les services essentiels, le processus se déclenche avec l'avis de négo. Fait que là, on envoie l'avis de négo, puis l'une ou l'autre des parties signifie à l'autre « Hey, je veux qu'on règle la question des services essentiels. » Fait qu'on s'entend que l'avis de négo, il est envoyé mars, avril? Avant mars. Avant mars. Fait que ça, là, imaginez, mars, on est rendu en novembre, presque décembre. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait nos représentations par écrit de part et d'autre. Le Conseil canadien nous a demandé si on voulait aller en médiation. On a dit, il n'y en a pas question. On veut procéder le plus vite possible. Puis là, on est en attente. On s'imagine qu'on va avoir des nouvelles d'ici à l'été prochain. Et là, quand bien même qu'aujourd'hui, on aurait un vote de grève à 100 quand bien même qu'on dirait à Bell, on sort en grève demain matin, bien, on ne pourrait pas. On serait dans une grève illégale parce qu'il n'y a pas d'entente sur les services essentiels. Fait il faut comprendre que le fait qu'on n'ait pas cette entente-là, notre rapport de force est déjà affecté, dans le sens qu'on ne peut pas l'exprimer. On ne peut pas déclencher de grève. Puis, à l'inverse, Bell, BST ne peuvent pas nous mettre en lock-up. On peut trouver ça peut-être confortable, mais ça ne l'est pas parce que présentement, ça vient nous empêcher d'exercer ou d'exprimer notre rapport de force. J'ouvre une parenthèse. Le gouvernement fédéral a annoncé il y a 2 semaines qu'il commençait une consultation publique pour la mise en place d'une loi anti-SCAB à venir en 2023. Dans le contexte de la loi anti-SCAB, il y a également toute la question des services essentiels qui vont être abordés. Ça donne que nous autres, la semaine passée, chez Unifor, on a passé la semaine à Ottawa à faire du lobby sur plusieurs sujets. La loi anti-SCAB, c'est le sujet numéro 1. Et on a clairement fait savoir qu'il fallait revoir les mécanismes des services essentiels pour que ça puisse se régler dans un délai rapide. 2, 3 mois, 4 mois, ça serait acceptable. Et 14, ça n'a pas d'allure. Les boss utilisent ça pour empêcher les syndicats de pouvoir exercer le rapport de force. Fait que ça, c'est la question des services essentiels. Fait qu'entre vous et nous, on est pognés à attendre après un tribunal. Puis présentement, bien, on ne le contrôle pas, ce tribunal-là. Fait que ça, c'est l'enjeu premier, c'est les services essentiels. Depuis le début de la négo, notre stratégie, elle a évolué tout le temps dans la même direction. Les membres, vous autres, vous êtes mobilisés comme rarement on a vu. Les comités de mobilisation ont travaillé à ça, les membres, vous embarquez, puis honnêtement, c'est quelque chose qui fonctionne. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas vous utiliser. On ne peut pas vous utiliser parce qu'on ne peut pas vous sortir en grève. Fait que là, tout le long de la négociation, on avait ça comme vision de dire, bien, écoute, peut-être qu'on va avoir une décision rapide. On a demandé d'avoir un processus accéléré au CCRI. On s'attendait à avoir des nouvelles au cours de l'automne, peut-être justement octobre-novembre. C'est jamais arrivé. Et puis là, il y a à peu près 3 semaines, 3 semaines, 1 mois, il est arrivé une information qui est importante dans le cadre du développement des négociations. Et puis, c'est important que vous le sachiez, parce que c'est avec ça que votre comité de négociation il est à ce moment-là. BST, elle, va embaucher 950 personnes dans les 2 prochaines années au Québec. Il devait en embaucher 450 en 2022, vous allez vous en souvenir. Puis, comme par hasard, on ne voyait pas ça arriver. Puis finalement, ce n'est pas arrivé parce que le marketing de Bell Canada n'a pas livré de plan, puis les clients du Québec n'ont pas acheté autant de produits de Bell que ce qui avait été planifié. Puis en place de rentrer des gars de BST, Sacrifice, ils ont rentré des gars d'un sous-traitant Econ. Je vais revenir là-dessus, je vais vous donner plus de détails. Et grosso modo, l'employeur nous dit, écoute, Olivier, nous autres, en 2023, on va embaucher 500 personnes, puis en 2024, on va en embaucher 450 pour divers projets qu'on va développer avec Bell puis BST pour le Québec. Maintenant, le processus pour embaucher 500 personnes, ça ne prend pas 2 semaines. Ça prend plusieurs semaines à préparer tout le département de RH, le département de dotation, envoyer dans les différents postes qui font des affichages de postes, recueillir les CV, faire l'analyse, le tri, les entrevues. Mettez-vous ça comme vous voulez, là.
Mais ça ne prend pas 2 semaines. Ça prend plusieurs semaines à mettre en place. Et là, les embauches vont débuter dès janvier pour que le monde soit sur la job à partir de février. Donc, graduellement, au fil de l'année, ils vont embaucher. Grosso modo, l'employeur nous dit, écoutez, là, on est en égo avec BST au Québec, on ne voit pas qu'il y a vraiment d'avancée, on ne voit pas vraiment ce que vous voulez faire, le syndicat, mais nous autres, la compagnie, là, je parle comme si j'étais le boss, là, la compagnie dit, nous autres, on va embaucher 500 personnes. Puis là, on se pose la question si on les embauche chez BST ou si on les embauche chez Aecon. On s'est parlé entre nous autres avec le comité, puis on s'est dit rapidement, bien, écoute, c'est un no-brainer. Ces 500 embauches-là, il faut que ça soit fait dans BST. Puis les 450 en 2024, la même affaire. Là, la mathématique est assez simple à faire. Là. Présentement, la compagnie a un contrat avec Aecon pour 230 techniciens sur une période de 3 ans qui est renouvelable à tous les 12 mois. Actuellement, il y en a à peu près 160 qui sont sur le load. Il en reste encore une soixantaine, 70 à embaucher. Il y a déjà 230 gars qui font notre travail. Et là, si on embauche 500 autres chez Aecon plutôt que chez BST, ils vont être rendus 730. Si en 2024, il y en embauche un autre 450, mais sacrifice, ils vont péter le 1200. Puis là, potentiellement, on se retrouverait, dans le guillemets, c'est un scénario, en 2026, aux prochaines négos, avec pas de tripartite, à peu près 50 du volume de travail de Bell qui est fait par Aecon, puis l'autre 50 qui est fait par nous autres. Oui, on va avoir une loi anti-SCAD en 2026, puis on va avoir une nouvelle version remodelée des services essentiels. Et quand même qu'on ferait une grève à ce moment-là, en 2026, on serait quand même bien que la moitié du volume de travail qui serait en grève. La compagnie, à se taper ses cuisses, à dire, les gars, on a-tu bien fait en 2022 de rentrer des sous-traitants? Ils ne peuvent plus nous faire le mal. Et là, je vous entends déjà tout ce que, tu sais, puis ça fait depuis le printemps puis l'été que je suis avec la gang sur le comité, puis on les entend, les arguments, là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'embaucher, ils ne sont pas capables de retenir. Tu sais, ils embauchent une classe de 24, au bout de la formation, il en reste 3, puis au bout de 2 mois, il en reste rien qu'un parce que les autres ont sacré le camp. Et quand même, ils ont été capables de rentrer 160 gars des camps dans l'espace de 3 mois, là. Et on comprend aussi que dans l'entente de principe qui a été rejetée plus tôt cet été, n'oublions pas qu'une des demandes de l'employeur, c'était d'éliminer des échelons d'entrée de salaire pour les nouveaux. Éventuellement, un jour, quand on aura une convention collective, les nouveaux vont rentrer à plus haut salaire qu'aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'on a un employeur qui a mis une stratégie en place. Il dit, écoutez, vous autres, vous ne pouvez pas faire la grève. Nous autres, on ne peut pas vous mettre en lock-out. J'ai plus de tripartite, mais je peux rentrer des sous-traitants comme je veux, par exemple. Et puis là, c'est ce scénario-là qu'on veut éviter. Qu'on les croit ou qu'on ne les croit pas, on se trouve dans une situation où, si on n'a pas d'entente de principe entre nous dans les jours qui viennent, ben, la compagnie elle va les embaucher chez Aecon, ces gars-là. Et puis, si on se retrouve en négociation puis en position de grève rendue cet été, ben, on va avoir quelques centaines de gars qui, pendant qu'on est en grève, vont faire notre job, ils vont permettre à l'employeur de survivre à l'impact d'une grève. Parce que vous savez c'est quoi? L'impact d'une grève, c'est de visage jugulaire. Il n'y a plus de travail qui se fait. Là, ben, le boss, il panique parce que ses clients veulent se faire brancher puis il ne se passe plus rien. Et là, s'il y a 3, 4, 500 techniciens d'Aecon qui font notre job, ben, entre vous et nous autres, on est à peu près au même début que l'entente de services essentiels. Il faut savoir que dans l'entente de services essentiels, les boss, en fait, BST, ce qu'ils demandaient, c'était de déclarer 940 travailleurs essentiels. Un petit peu moins que la moitié. Aussi bien pas faire de grève avec ça, parce qu'il va être capable de rouler sa shop avec des boss, de rouler sa shop avec des sous-traitants, de rouler sa shop avec du monde, pendant que nous autres, on va être sur le trottoir, à faire un combat qui va être plus long que prévu. Ce contexte-là, il est sérieux. Il est sérieux dans le sens que nous autres, comme syndicats, comment est-ce qu'on réfléchit? Bien, oui, on sait que le deal n'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez. On s'entend que le 3,25 % dans un contexte actuel de haute inflation, vous avez trouvé que ce n'était pas suffisant. On le comprend. Ce n'est pas normal de vouloir ça. Mais là, nous autres, on est en train de réfléchir, puis on se dit, bien, regarde, si on va dans un scénario catastrophique, puis on se retrouve en 2026
On a rien que 50 des membres qui font la job, qui font le volume de belle. Mais notre rapport de force, il est défait, puis pas juste pour une période de 2 mois, là, il est défait pour les 3, 4, 5 prochaines négos à venir. Comme syndicat, notre responsabilité, c'est d'assurer la pérennité de notre rapport de force. Dans un contexte qui est intéressant, c'est avec les 950 embauches de plus, en 2026, là, on ne sera plus 1800 membres, on va être 2700 membres. C'est une autre affaire, c'est un autre rapport de force, ça aussi. Ce qui nous a amené, le comité de négo a pris la décision de dire OK, c'est beau, on change notre stratégie. Au lieu de miser sur une éventuelle potentielle grève, un moment donné, quand le CCRI va nous répondre, on va négocier un règlement, on va aller chercher ces embauches-là, mais on ne le fera pas à n'importe quel prix. Parce que c'est pas vrai qu'on va se mettre à genoux devant l'employeur. Fait que le message a toujours été très clair à l'employeur. Il y avait des enjeux normatifs qu'il fallait qu'on améliore. On sait très bien que les enjeux chez BST, c'est l'équilibre travail-famille. Hein? On sait que les horaires sont reliés au statut d'emploi. Bien, on a travaillé pour aller améliorer ça, pour aller chercher d'autres classements qui vont nous aider justement à rencontrer ces demandes-là. À travers les embauches qui vont s'en venir, ça aussi, ça va amener des nouveaux employés, puis ça va faire en sorte que la roue va tourner, puis on va pouvoir avoir des gens qui sont présentement des PA puis des PAP, qui vont pouvoir, eux autres, devenir des classes 5 et classes 4, classes 3 et ainsi de suite, et gravir les échelons. C'est clair que demain matin, si les 900 embauches sont faites dehors, nous autres, on va comme être jamais là-dedans. On va être jamais dans cette structure-là, puis c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Il y a beaucoup d'améliorations que le comité va vous présenter parce qu'ils ne sont pas revenus les mains vides. Ils ne sont pas revenus avec rien. Ils sont revenus avec quelque chose qui vient améliorer le package. On sait déjà que ce n'est pas le package parfait. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que c'est le meilleur package qu'on peut avoir dans les conséquences, dans les circonstances actuelles, sachant qu'on est pogné avec le style CCRI qui ne règle pas la question des services essentiels, puis qui ne le réglera pas, même si on se mettait tout le monde à gueuler sur le coin de la rue demain matin. Grosso modo, c'était juste pour vous mettre en contexte le scénario dans lequel votre comité était, dans le contexte où on est présentement. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi on fait des rencontres en Zoom et qu'on fait ça rapidement. Vous avez une tournée de ratification dans BST, c'est 2 semaines minimum. Vous avez beaucoup de sites à aller voir, puis on l'a fait à la dernière cet été, le comité l'a fait. On n'a pas 2 semaines devant nous pour rendre une décision à Belle parce que le fameux processus d'embauche, lui, il va commencer début décembre. Puis nous autres, on veut que la job soit embauchée chez nous. C'est clair que le dernier mot, c'est vous autres qui l'avez. C'est vous autres qui allez voter jusqu'à jeudi. Puis on a mis 3 ou 4 jours de vote justement pour s'assurer que tout le monde va pouvoir voter. Puis on a décidé de faire des rencontres en Zoom avec tout le monde mélangé. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Je peux vous garantir que les membres du 176 vont comprendre ce que les membres du 81 disent. Ils vont entendre ce que les membres du 8284 vont dire. Puis moi, personnellement, je trouve ça bien correct de même. On est capable d'avoir une conversation entre nous autres pour voir tout ce qui se passe. Il y a des désavantages, j'en conviens. Il y a des avantages, le système n'est pas parfait. Mais c'est une des raisons pourquoi on a fait ça rapidement de même. C'est parce qu'en faisant 2 Zooms, en ayant une période de vote suffisamment longue pour vous laisser voter, jeudi à 5 heures, on va avoir les résultats. À 5h05, tout le monde va avoir un courriel pour dire c'est quoi le résultat. Puis là, on saura si on a une convention collective ou si on n'en a pas. Si on n'a pas de convention collective, la conséquence, ce n'est pas qu'on est en grève le lendemain matin. La conséquence, c'est que là, on va se retrouver dans un scénario où la tripartite et l'exclusivité du travail à BST, c'est quelque chose qui va s'éloigner de nous autres. Puis n'importe quel rapport de force qu'on serait capable de faire, il va être automatiquement diminué parce qu'il va y avoir des centaines de travailleurs qui vont faire notre job à nous autres. C'est ça l'équation qu'on a en avant. Et je réitère, là, ça se peut qu'on y croit, ça se peut qu'on y croit pas. Mais moi, comme représentant syndical, je ne peux pas vous donner des recommandations qui vont vous envoyer dans le mur. Je vous donne des recommandations qui permettent de sécuriser, notre convention actuelle, parce que mine de rien, si ce n'était pas de la période d'inflation qui n'a pas de calice d'allure, c'est le meilleur deal qu'on vous a jamais présenté. Puis là, on l'a amélioré. Fait qu'on va vous laisser juger du résultat.